Et chers téléspectateurs, pour plus d'explications sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir via Zoom professeur Omaïma Chell, doyenne de la faculté d'archéologie et de guide touristique dans une université privée à ce forum. Bonjour. Bonjour, Sarah. Alors, premièrement, Dr Omaïma, quand on parle de ce forum, vous avez déjà participé à ce forum. Quels ont été les sujets les plus importants qui ont été traités au cours de ce forum? Alors, au niveau de ce forum, c'est la première fois dans l'histoire du ministère du Tourisme et des Antiquités où on retrouve la présence des deux pôles entre le ministère et le milieu académique. Donc le forum a été divisé en 3 sessions. La première session a été focalisée sur les nouvelles tendances dans l'enseignement archéologique à l'époque de l'ère technologique, donc pendant comment on peut dire ça, d'aujourd'hui, hein, et le développement. Ça, c'était la première session. La deuxième session, on a voulu les coopérations internationales qui existent entre l'Égypte, le ministère du Tourisme et des Antiquités, avec des centres de recherche internationaux comme l'IFAO, qui est l'Institut français d'archéologie orientale, ou le DAI, qui est l'Institut d'archéologie allemand basé au Caire. Donc on avait les 2 directeurs avec quelques collègues qui ont discuté de ces Et la troisième session et dernière session était basée sur le tourisme et l'archéologie, puisque le ministère, c'est le ministère du Tourisme et des Antiquités, 2 faces d'une même médaille, comme on dit. Donc, le rôle économique et social de l'archéologie, donc qui joue un grand rôle, effectivement, au niveau économique au sein du pays. Certainement, certainement. Alors, vous avez mentionné un point qui m'a suscité pour vous demander cette question. Est-ce que le protocole de coopération qui a été à l'initiative de ce débat entre le côté académique et le côté exécutif, entre les universités et le ministère du Tourisme? Il n'y a pas eu un protocole signé, mais on a une sorte de convention où là, le ministère a demandé au côté académique, beaucoup de doyens étaient présents, de différentes facultés d'archéologie et de tourisme pendant ce jour-là. Également, on avait un d'université, le président de l'université de Domiat qui a une base archéologique plus restauration et conservation, et bien sûr on a encouragé qu'il y ait ce lien entre le côté du ministère et le côté académique pour pouvoir étudier et voir si on peut faire de nouveaux curriculums qui serait directement tendance avec le milieu du travail. Et on a déjà fait ça au niveau de quelques facultés de tourisme et d'hôtellerie, comme l'université de Helwan, par exemple, avec des grandes chaînes hôtelières internationales. Et puis là, ils ont demandé à ce que ça ne soit pas uniquement focalisé au niveau des départements de tourisme, mais également au niveau archéologique. On parle de nos jours qu'on voit depuis à peu près une dizaine d'années, il y a des équipes de recherche et d'excavation égyptiennes qui font des découvertes jour après jour, plein de découvertes qui ont été faites récemment par des équipes égyptiennes. Est-ce que cela a des relations avec des équipes de recherche scientifique et académique? Alors je vais vous dire quelque chose, Samer.
le ministère du Tourisme et des Antiquités, oui, au sein duquel il y a le Conseil suprême des Antiquités, oui. le CSA, joue un grand rôle, comme vous le dites, de dizaines d'années, et je vais peut-être dire il y a une vingtaine d'années, encore plus. Il faut savoir qu'il y a moins d'un siècle, le premier directeur ou secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités est devenu égyptien, mais pendant tout le XXe siècle, ou la majorité du XXe siècle, on avait plus un monopole du côté étranger. Et on avait le plus souvent des fouilles, des missions de fouilles qui étaient étrangères sous le protectorat ou sous l'accord du Conseil suprême des Antiquités. Et on avait également des Égyptiens depuis les années 60 du siècle dernier qui étaient à la tête de quelques sites archéologiques, de quelques missions archéologiques, jusqu'à ce que le professeur, le docteur Zahir Hawes, il y a une bonne vingtaine d'années, quand il était à la tête du Conseil suprême des Antiquités, a obligé et a ordonné aux missions étrangères de faire participer les inspecteurs locaux, donc les inspecteurs égyptiens qui étaient sur le site, mais également de faire des stages, de mener des stages aux jeunes inspecteurs égyptiens. En même temps, quand il y avait cette bonne entente entre Zahir Hawes et les directeurs des centres de recherche étrangers en Égypte, les centres de recherche archéologiques, eh bien, il a pu avoir des bourses pour ces jeunes inspecteurs pour partir à l'étranger, dans différents pays, quelle que soit la mission étrangère. En France, en Allemagne, en Pologne, plein de pays, où là, ils ont obtenu leur doctorat et sont revenus en Égypte. Ils sont maintenant à la tête de plusieurs départements, de certains musées en Égypte aujourd'hui. Et bien sûr, beaucoup d'entre eux maintenant sont à la tête de missions archéologiques 100% égyptiennes. Et bien sûr, d'autres, on a des missions, comme on appelle ça, conjointes, avec des missions étrangères. On voyait toujours des missions universitaires étrangères, telles que par exemple de l'Allemagne, de la France, des États-Unis même, qui faisaient des fouilles et avaient des sites pour des années même pour mener des études là-dessus. Est-ce qu'on peut voir des missions faites pour des universités égyptiennes ou des facultés égyptiennes d'antiquité par exemple pour faire des fouilles ou faire des études sur même des endroits où, je dirais pas tellement promettantes, mais des endroits où il y a des travaux à faire pour avoir leur chance, je dirais, pour faire... Oui, bien sûr, j'ai compris votre question. Ben, bien sûr, on a l'université du Caire depuis des années, des dizaines d'années, qui a plusieurs sites de fouilles, principalement à Saqqara, avec le professeur Olal Oghezi, l'ancienne doyenne de la faculté d'archéologie de l'université du Caire, à Ménia. Quand on a le Gabal là-bas, par exemple, si je parle de l'université du Caire, souvent des universités régionales dans différents, comment on appelle ça, dans différents gouvernorats en leur fouille, en leur mission de fouille. Et je ne veux pas dire mon université, je ne vais pas citer le nom de mon université, mais nous sommes la seule université privée en Égypte qui a eu la concession d'un site très important à Saqqara, Tabet-el-Gesh Est, et ça fait plusieurs années que nous travaillons là-bas. Donc, au contraire, on encourage les universités à mener des fouilles, mais le problème, c'est toujours le budget qui est financé par les universités. Mais nous avons des universités, bien sûr, égyptiennes, gouvernementales, et la nôtre, la seule privée faisant des fouilles.
Oui, docteur Omaïma, également, quand on parle des procédures de dernier cri, les technologies récentes, on doit mentionner l'intelligence artificielle. En quoi elle peut aider pour l'excavation ou les recherches des antiquités? Au niveau de l'intelligence artificielle, il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Donc déjà, au niveau des fouilles, on peut avoir du matériel très performant que nous utilisons, du matériel numérique, parce que je ne vais pas parler uniquement de l'intelligence artificielle, mais ce matériel numérique, on l'utilise depuis des années et des années. Je me rappelle, quand je préparais ma thèse en France, je travaillais sur les sites du Delta, et on avait un site qui est Kantir, qui est l'ancienne Père-Ramsès, qui est la capitale militaire des Ramsès dans le Delta. Et la mission qui travaillait là-bas était, ou est toujours, une mission allemande. Et donc, comme ce sont des terres agricoles, ils avaient, comment on appelle ça, un matériel qu'on appelle le magnétomètre au césium, qui est un instrument qui essaie de passer sur les terres sans faire des fouilles, et connecté à un ordinateur, de façon à nous donner une image de ce qu'il y a sous la terre. Par exemple, une certaine forme de rayon X, alors, qui détecte on peut dire ça, et ça s'est développé. Pareil, par exemple, moi, il y a 1 an et demi, au niveau de mon chantier de fouilles à Tebbedegesh, à Saqqara, on a un collègue spécialiste au niveau aussi qui utilisait, mais du matériel encore plus performant que ce qui existait il y a une vingtaine d'années, et qui nous a montré quelques parties qui pourraient nous intéresser pour plus tard, pour avoir les autorisations, pour pouvoir fouiller à tel ou tel endroit. Donc, on a le matériel. Si on parle de l'intelligence artificielle pure et dure, je peux dire par exemple que je peux utiliser des logiciels pour faire des reconstitutions de certains sites qui ont disparu. Ou alors, comme l'a fait le Caire, le NEMEC également, le musée de la civilisation, essayant de reconstituer des parties qui manquent dans des statues. Par exemple, on a une statue qui n'a plus de tête, reconstituer la tête, ou vice-versa. Voilà, donc effectivement, tout ce progrès numérique, technologique, doit être au profit de la... Certainement, Dr Omaïma Chal, je tiens à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes doyenne. C'est le plaisir est le nôtre toujours. Merci à vous. Alors, je vous répète... Merci. Oui, merci. Alors, je vous répète que vous êtes doyenne de la faculté d'archéologie et de guide touristique dans une université privée. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de votre programme Bonjour à l'Égypte. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous souhaite de passer toujours les moments les plus agréables. Au revoir.